Je n'oublierai jamais ce jour, le 14 juillet 2023, une date qui devrait évoquer la liberté, mais qui pour moi restera gravée comme le jour où j'ai été traité comme une criminelle devant des centaines de personnes, le jour où ma propre famille m'a abandonné au pire moment de ma vie, mais surtout, le jour où la vérité sur mon père a éclaté d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Laissez-moi vous raconter tout depuis le début, parce que pour comprendre ce qui s'est passé à l'aéroport, il faut d'abord comprendre qui était vraiment mon père. J'ai grandi à Lyon dans une famille que tout le monde enviait. Mon père, Richard Moreau, était un homme d'affaires respecté. Il possédait 3 restaurants haut de gamme dans la ville et avait des relations partout. Ma mère, Sylvie, était professeure de littérature. Nous vivions dans un bel appartement près de la place Bellecour. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, les choses étaient différentes. Mon père était un homme fier, obsédé par l'image et la réputation. Il ne supportait pas l'échec, ne tolérait pas la contradiction. Quand j'étais enfant, j'ai appris très tôt à ne jamais le décevoir. Un mauvais bulletin scolaire pouvait transformer le dîner en interrogatoire. Une tenue vestimentaire qu'il jugeait inappropriée pouvait ruiner tout un week-end. Ma sœur aînée, Camille, avait réussi à correspondre à ses attentes. Elle était devenue avocate, avait épousé un médecin, habitait dans le bon quartier. Moi, à 28 ans, j'étais son éternelle déception. J'avais abandonné mes études d'économie pour devenir photographe indépendant. Pour lui, c'était une trahison. Pourtant, quand il m'a appelé en juin pour me proposer ce voyage en famille à Marrakech, j'ai accepté. J'avais besoin de croire qu'il y avait encore une chance de réparer notre relation. Ma mère m'avait supplié d'accepter. C'est important pour lui, Thomas. Il veut se rapprocher de toi, m'avait-elle dit. Comment aurais-je pu refuser? Les semaines précédant le voyage étaient tendues. Mon père critiquait constamment mes choix professionnels lors de nos rares conversations téléphoniques. Il m'avait même demandé d'apporter une chemise et un pantalon corrects pour le voyage, insinuant que mes vêtements habituels n'étaient pas assez bien. Mais j'avais décidé de ne pas me laisser affecter. Ce voyage serait différent, me disais-je. Le jour du départ, je me suis levé à 5 heures du matin. Notre vol était à 10 heures. Et nous avions convenu de nous retrouver directement à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. J'avais soigneusement préparé mon sac la veille, vérifié mon passeport 3 fois, imprimé ma carte d'embarquement. Je ne voulais donner aucune raison à mon père de me critiquer. J'arrive à l'aéroport vers 7h30. La zone des départs est déjà bondée. C'est les vacances d'été et tout le monde part en même temps. Je cherche ma famille du regard dans cette foule compacte. Je les aperçois enfin près des comptoirs d'enregistrement. Mon père, droit comme un nid dans son costume beige. Ma mère à ses côtés avec son éternel sourire inquiet. Et Camille avec son mari, Marc. « Te voilà enfin », lance mon père en guise de bonjour, regardant ostensiblement sa montre. « On t'attend depuis 20 minutes. » Je vérifie mon téléphone. Il est 7h45. J'étais à l'heure. « Bonjour papa. Je suis à l'heure. Notre vol est dans plus de 2 heures. » Il me dévisage de haut en bas, son regard s'arrêtant sur mon jean et mon t-shirt. Je vois la désapprobation dans ses yeux, mais il ne dit rien. Ma mère m'embrasse rapidement, me murmurant un « Je suis contente que tu sois là avant que mon père ne nous presse tous vers les comptoirs d'enregistrement. » Tout se passe bien jusqu'à ce moment. Nous enregistrons nos bagages. Franchissons les premiers contrôles. L'ambiance est relativement détendue. Camille me parle de ses dernières affaires juridiques. Marc me montre des photos de leurs vacances précédentes. Mon père reste silencieux. Mais au moins il ne me fait pas de remarques. Puis nous arrivons au contrôle de sécurité final. La file est interminable. Des dizaines de personnes attendent avec leurs bagages à main, leurs chaussures déjà à la main, prêtes à passer les portiques. Nous nous mettons en file. J'ai mon sac à dos avec mon appareil photo, mon ordinateur portable et quelques affaires personnelles. C'est là que tout a basculé. Quand mon tour arrive, je pose mon sac sur le tapis roulant, vide mes poches dans le petit bac en plastique, mes clés, mon téléphone, mon portefeuille. Je passe sous le portique. Aucun problème. Mais derrière moi, la machine qui scanne mon sac s'arrête. L'agent de sécurité, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise, fait un signe à son collègue. « Monsieur, pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Je m'approche, légèrement inquiet mais pas vraiment alarmé. Ça m'était déjà arrivé une fois à cause de ma batterie externe. « C'est votre sac ?»« Oui. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît ?» Je remarque que ma famille attend de l'autre côté, déjà prête à partir. Mon père me regarde avec cette expression que je connais trop bien. L'impatience. L'agacement. J'ouvre rapidement mon sac. L'agent commence à fouiller dedans. Il sort mon appareil photo, mon ordinateur, mes chargeurs. Puis sa main se fige. Il plonge la main au fond du sac et en ressort un objet que je n'ai jamais vu de ma vie.
Un petit paquet rectangulaire, emballé dans du plastique transparent. À l'intérieur, une poudre blanche. Mon cœur s'arrête. Ce n'est pas à moi. Je dis immédiatement, ma voix tremblante. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas à moi. L'agent ne dit rien. Il fait un autre signe et soudain, je suis entouré de 3 agents de sécurité. Les gens autour commencent à regarder. Je sens les regards se poser sur moi. Les murmures commencent. « Monsieur, vous allez devoir nous suivre. » Attendez, je vous jure que ce n'est pas à moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je me retourne vers ma famille, cherchant du soutien, une aide, n'importe quoi. Ma mère a la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Camille semble choquée. Marc regarde ailleurs, visiblement mal à l'aise. Et mon père. Mon père me regarde avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de la surprise, pas de l'inquiétude, du dégoût, de la honte. Papa, ce n'est pas à moi. Quelqu'un a dû mettre ça dans mon sac. Papa. Il secoue la tête lentement, comme si j'étais la plus grande déception de sa vie. Puis il prononce les mots qui vont me hanter pendant des mois. Je savais que tu finirais comme ça. Toujours à décevoir. Toujours à faire n'importe quoi. Tu nous as assez embarrassés. Il se tourne vers ma mère et mes sœurs. « Venez, on va rater notre vol. Richard, on ne peut pas le laisser !» proteste ma mère, les larmes aux yeux. Il a fait ses choix. Il assumera les conséquences. Viens. Et ils sont partis. Ma propre famille m'a abandonné là, devant des centaines de personnes. Alors que j'étais accusé de trafic de drogue. Des personnes filmaient avec leur téléphone. Je voyais les regards de jugement, les commentaires murmurés. J'étais devenu en quelques secondes le criminel du jour, le spectacle de l'aéroport. Les agents m'ont emmené dans une petite salle blanche sans fenêtre. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise en plastique inconfortable. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Ce n'est pas à moi. Je répétais encore et encore. Je vous jure, quelqu'un a dû mettre ça dans mon sac. Je ne sais même pas ce que c'est. Un officier de la police aux frontières est arrivé. Un homme grand. La quarantaine, avec des cheveux grisonnants et un regard perçant. Il s'est présenté comme le capitaine Dubois. « Monsieur Moreau, vous comprenez la gravité de la situation. Si ce que nous avons trouvé est bien ce que nous pensons, vous risquez jusqu'à 10 ans de prison. » 10 ans. Les mots résonnaient dans ma tête comme une sentence de mort. Je vous en supplie, écoutez-moi. Ce n'est pas à moi. Mon père m'a invité à ce voyage. J'étais juste content de passer du temps en famille. Je ne ferai jamais une chose pareille. Votre père? Le capitaine a levé les yeux de ses notes. Celui qui vient de partir? Oui, il était en colère. Mais ce n'est pas à moi, je vous le jure. Le capitaine m'a observé longuement. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur que je n'arrivais pas à identifier. Votre père s'appelle Richard Moreau. Il possède des restaurants à Lyon? Oui. Comment vous savez ça? Il n'a pas répondu immédiatement. Il est sorti de la pièce, me laissant seul avec mes pensées qui tournaient en boucle. Comment ce paquet était arrivé dans mon sac? Qui l'avait mis là? Et pourquoi? Mon père qui m'abandonnait sans même essayer de me défendre. L'humiliation devant tous ces gens. Ma vie qui s'écroulait en quelques minutes. J'étais là depuis peut-être 1 heure quand le capitaine est revenu. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres officiers l'accompagnaient. Et leur expression avait changé. Ils ne me regardaient plus comme un criminel. « Monsieur Moreau », a commencé le capitaine s'asseyant en face de moi. « Je dois vous poser une question très importante et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Votre père vous a-t-il demandé de transporter quelque chose pour lui lors de ce voyage? Non. Enfin, il m'a demandé d'apporter de bonnes tenues vestimentaires, mais rien d'autre. A-t-il eu accès à votre sac avant aujourd'hui? Je me suis figé. La veille du voyage, mon père était passé chez moi pour s'assurer que j'avais tout préparé. Il avait insisté, disant qu'il ne voulait pas que j'oublie quelque chose d'important. Il était resté dans ma chambre pendant que je préparais un café. Mon sac était là, à moitié préparé. Il était venu hier chez moi. Mon sac était dans ma chambre. Je l'avais laissé seul quelques minutes. Le capitaine a échangé un regard avec ses collègues. « Monsieur Moreau, ce que je vais vous dire va être difficile à entendre. Votre père fait l'objet d'une enquête depuis 6 mois. Nous le suspectons d'utiliser ces restaurants comme façade pour blanchir de l'argent et faciliter le trafic de stupéfiants. Nous n'avions pas encore assez de preuves pour l'arrêter, mais ce que nous venons de trouver dans votre sac change tout. Le monde s'est arrêté autour de moi. Mon père, un trafiquant, un criminel. C'était impossible, impensable. Vous pensez qu'il a mis ça dans mon sac? Nous en sommes presque certains. Nous pensons qu'il vous utilisait comme mule, sachant que si vous vous faisiez prendre, vous seriez le seul à payer.
Un fils photographe, un peu bohème. Ça fait un parfait bouc émissaire. Les larmes me sont montées aux yeux, pas seulement de colère ou de tristesse, mais d'une douleur profonde que je n'avais jamais ressentie. Mon propre père avait planifié de me sacrifier. Il m'avait invité à ce voyage non pas pour se rapprocher de moi, mais pour m'utiliser comme transporteur de drogue. Et quand j'avais été pris, il m'avait abandonné sans hésitation, probablement soulagé que son plan fonctionne. Il savait, j'ai murmuré. Il savait que j'allais me faire prendre. C'est pour ça qu'il est parti si facilement. Il voulait que je me fasse prendre. C'est ce que nous pensons. Et maintenant, nous avons besoin de votre aide. Les heures suivantes sont passées dans un brouillard. Le capitaine m'a expliqué qu'ils allaient arrêter mon père dès qu'il atterrirait à Marrakech, en coordination avec les autorités marocaines. Ils avaient déjà suffisamment d'éléments pour justifier son arrestation, et le paquet trouvé dans mon sac était la preuve qu'il manquait. Ils m'ont proposé un accord. Je coopérerai avec l'enquête, je témoignerai sur ce qui s'était passé, et en échange, toutes les charges contre moi seraient abandonnées. Je n'avais pas vraiment le choix, mais je l'aurais fait de toute façon. Mon père méritait de payer pour ce qu'il avait fait, non seulement à moi, mais à tous ceux qui l'avaient trompé pendant des années. On m'a conduit dans un bureau où j'ai dû raconter tout ce que je savais, les conversations étranges que j'avais surprises au fil des années, les associés qui venaient tard le soir dans ces restaurants, les voyages fréquents dans des pays étrangers qu'ils justifiaient comme des recherches culinaires, des détails qui pris séparément ne signifiaient rien, mais qui ensemble formaient un tableau accablant. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand ils m'ont montré des photos de surveillance. Mon père rencontrant des personnes connues pour être impliquées dans le trafic de drogue, des transactions d'argent filmées, des documents bancaires montrant des mouvements suspects. Comment avais-je pu être si aveugle? Vers 17 heures, le capitaine est revenu me voir. Votre père a été arrêté à l'aéroport de Marrakech. Il y a eu une scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, quand les agents marocains l'ont interpellé, il a immédiatement accusé votre mère d'être sa complice. Il a essayé de négocier sa liberté en échange d'informations sur elle. Ma mère. Il avait essayé de sacrifier ma mère. Est-ce qu'elle va bien? Elle est en état de choc, mais elle n'est pas accusée. Nous avons des preuves claires qu'elle n'était au courant de rien. Votre sœur Camille nous a d'ailleurs contactés. Elle veut vous voir. Camille est arrivée 1 heure plus tard. Elle m'a serré dans ses bras pendant de longues minutes, pleurant et s'excusant encore et encore. Je suis tellement désolé, Thomas. Je ne savais pas. Je ne savais rien. Quand la police nous a arrêtés à l'aéroport de Marrakech et nous a tout expliqué, je n'arrivais pas à y croire. Tu savais pour l'enquête sur papa? Non, personne ne savait. Même maman est effondrée. Elle n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, qu'il nous ait tous utilisés. Camille m'a expliqué que ma mère était rentrée à Lyon avec elle et Marc. Elle voulait que je vienne les rejoindre dès que possible. Mais d'abord, j'avais encore des dépositions à faire, des documents à signer. Je suis finalement rentré chez moi vers minuit, épuisé physiquement et émotionnellement. Mon appartement me semblait différent. Tout me semblait différent. En l'espace d'une journée, ma vie avait été complètement bouleversée. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'interrogatoires, de réunions avec des avocats, de séances avec un psychologue que le tribunal m'avait assigné. L'histoire a fait les gros titres. Un restaurateur lyonnais respecté arrêté pour trafic de drogue. Il avait utilisé son fils comme mule. Ma photo était partout, celle où j'étais entouré d'agents de sécurité à l'aéroport, prise par quelqu'un dans la foule et partagée sur les réseaux sociaux. L'humiliation que j'avais ressentie ce jour-là à l'aéroport n'était rien, comparée à celle d'être reconnu dans la rue, d'entendre les murmures sur mon passage, de voir les regards de pitié ou de jugement. Certaines personnes me considéraient comme une victime, d'autres pensaient que j'étais forcément complice. Le procès de mon père a eu lieu 4 mois plus tard. J'ai dû témoigner, raconter devant une salle de tribunal bondée comment mon propre père m'avait piégé, comment il m'avait invité à ce voyage familial dans le seul but de me sacrifier pour protéger son réseau criminel. Quand je suis entré dans le box des témoins, j'ai croisé son regard pour la première fois depuis l'aéroport. Je m'attendais à voir du remords, de la honte, quelque chose. Mais il n'y avait rien, juste un vide froid. Il m'a regardé comme on regarderait un étranger, ou pire, comme on regarderait un outil cassé qui n'est plus utile. Le procureur m'a posé des questions pendant plus d'1 heure, puis est venu le tour de l'avocat de mon père. Il a essayé de me faire admettre que j'étais peut-être au courant, que j'avais peut-être participé volontairement. Mais j'avais la vérité de mon côté, et surtout j'avais les preuves.
Les enregistrements de surveillance, les témoignages des enquêteurs, tout démontrait clairement que j'étais une victime. Mon père a été condamné à 15 ans de prison, trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et tentative de corruption d'un officier de police quand il avait essayé d'acheter sa liberté après son arrestation à Marrakech. Ses restaurants ont été saisis, ses comptes bancaires gelés. Tout l'empire qu'il avait construit s'est effondré. Ma mère a divorcé immédiatement. Elle a vendu l'appartement de la place Bellecour et a déménagé dans un plus petit près de chez Camille. Elle me dit qu'elle aurait dû voir les signes, qu'elle se sent coupable de ne pas m'avoir protégé. Je lui répète que ce n'est pas sa faute. Nous sommes tous les deux des victimes de l'homme qu'il était vraiment. Aujourd'hui, presque 2 ans après cet événement, je peux enfin dire que je vais mieux. La thérapie m'a beaucoup aidé. J'ai appris à transformer ma colère et ma douleur en quelque chose de créatif. Ma photographie a pris une nouvelle dimension. Je documente maintenant les histoires de personnes qui ont été trahies par leurs proches, qui ont survécu à des traumatismes familiaux. Mon travail a été exposé dans plusieurs galeries, et j'ai même publié un livre photo intitulé « Trahisons ordinaires ». Ma relation avec ma mère et Camille est devenue plus forte. Nous avons appris que les liens du sang ne signifient rien si l'amour et le respect ne sont pas présents. Nous avons créé notre propre définition de famille, basée sur la confiance et le soutien mutuel. Quant à mon père, je ne l'ai plus jamais revu après le procès. Il m'a écrit plusieurs lettres de prison, mais je ne les ai jamais ouvertes. Je les ai toutes brûlées. Il n'a plus rien à me dire. Il a perdu le droit d'être mon père le jour où il a décidé de me sacrifier pour sauver sa peau. Parfois, je repense à ce jour à l'aéroport, à l'humiliation, à la peur, au désespoir, mais je repense aussi à ce qui est venu après, à la force que j'ai découverte en moi, à la capacité de survivre à l'impensable et d'en sortir plus fort. On dit que les moments les plus sombres révèlent qui nous sommes vraiment. Ce jour-là, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, j'ai découvert 2 choses. D'abord, que mon père n'était pas l'homme que je croyais connaître, et ensuite, que j'étais beaucoup plus fort que je ne le pensais. Si je pouvais donner un conseil à ceux qui me lisent aujourd'hui, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais personne, même votre propre famille, définir votre valeur. Et surtout, si un jour vous vous retrouvez dans une situation impossible, humilié et abandonné, rappelez-vous que la vérité finit toujours par éclater. Il faut juste avoir le courage de tenir jusqu'à ce moment-là. Aujourd'hui, quand je passe devant un aéroport, mon cœur se serre encore un peu, mais je ne ressens plus de la peur. Je ressens de la fierté, parce que ce jour où j'aurais pu perdre tout espoir, j'ai finalement découvert qui j'étais vraiment. Et aucune humiliation, aussi publique soit-elle, ne pourra jamais m'enlever ça.